Bonjour à tous, merci pour l'organisation de ce congrès. Donc du coup, moi je m'appelle Flora Gouzer, je suis postdoctorante à MIVEGEC, qui est un laboratoire du coup vers Agropolis au nord de Montpellier, et je travaille sur l'utilisation des odeurs pour détecter le cancer. Donc, ouais. Du coup, déjà, je vais vous présenter un peu mon parcours. J'ai fait une licence de biologie des organismes à l'université de Montpellier, et ensuite j'ai fait un master d'écologie et évolution avec un parcours en fait spécialisé sur la dynamique haute pathogène environnement, toujours à Montpellier. Et j'ai fait une thèse sur du coup les conséquences écologiques évolutives et appliquer des modifications d'odeur associées au cancer. J'ai fini ma thèse il y a 2 ans et j'ai continué du coup sur un post-doctorat sur les mêmes thématiques de recherche sur les modifications d'odeur corporelle associées au cancer et cette fois-ci sur un mélanome et sur le cancer du diable de Tasmanie. Je vous en parle un petit peu après. Et du coup, je suis en postdoc depuis un an et j'ai encore 1 an de postdoc. Donc, pour vous parler des modifications d'odeur associées au cancer, je vais déjà vous parler un peu de ce que c'est une odeur. Du coup, c'est des molécules qui vont être perçues par l'odorat, par le sens de l'odorat. Donc, vous avez différentes structures moléculaires. Enfin, vous avez soit alors, c'est des molécules organiques, donc ça veut dire qu'elles sont composées au moins d'un carbone. Donc vous allez avoir des alcools, des aldéhydes, des cétones. Alors je sais pas, au lycée, je pense, enfin, si vous avez fait chimie, tout ça, c'est peut-être des choses qui vous parlent. Sinon non. Donc bon, c'est des molécules du coup qui sont dans l'atmosphère que vous voyez pas, qui sont vraiment toutes petites. Ces différentes molécules, du coup, elles vont être émises de deux manières dans notre environnement. On les a soit de manière anthropique, donc ça veut dire que c'est l'homme qui les émet. Vous allez les avoir, par exemple, dans les aérosols, émis par les usines, dans les champs. Enfin voilà, ce sont plutôt des polluants qui sont du coup émis par l'homme. Et vous avez tout ce qui est biogénique. Donc ce sont des composés qui sont émis de manière naturelle, donc par les animaux, par les végétaux. Euh, par les bactéries, enfin voilà, par tous les organismes vivants. Donc ces différentes molécules, donc moi je travaille uniquement du coup sur les composés biogéniques qui sont émis par les organismes vivants. Donc ces différents composés, donc ces différentes molécules odorantes, ça va fournir un signal olfactif qu'on va pouvoir du coup détecter grâce à l'organe olfactif, donc qui est différent en fonction des organismes vivants. Chez nous, bah, ça va être le nez. Chez la plupart des mammifères, c'est un nez, mais par exemple chez les insectes, vous allez, eux, leur organe olfactif, ça va être les antennes. Donc, ils vont percevoir donc grâce ces molécules grâce au signal olfactif et ça va servir à de la communication en fait entre les organismes vivants. Donc, vous avez deux sortes de communication. Vous allez avoir la communication qui va être à courte distance. Donc, ça va être avec des molécules qui sont non volatiles, donc qui vont rester à la surface. Donc, il faut vraiment les sentir proches pour pouvoir enfin, il faut être proche de la molécule pour pouvoir les sentir. Et vous allez avoir la communication longue distance. Donc là, c'est grâce à des composés qu'on appelle volatiles, donc qui eux vont être émis au loin et qu'on va pouvoir sentir à une certaine distance. Donc du coup là, vous avez différents exemples de ces où est-ce que peuvent être émis ces différentes odeurs. Donc vous pouvez avoir des odeurs donc, qui sont émises par le sang, par les urines, les fécès, au niveau de la salive. Les plantes, du coup, vous allez avoir au niveau des feuilles, au niveau des fleurs. Là, vous avez un gros nounours qui se frotte. Donc là, il est en train de poser plein de phéromones sur cet arbre. Alors lui, là, il fait les deux, la communication courte distance et longue distance, parce qu'il est en train de poser des phéromones, des poils, enfin, tout plein de choses sur l'arbre. Donc c'est proche. Et il va y avoir aussi des composés qui vont pouvoir être diffusés et qui vont permettre la communication pour dire aux autres animaux qu'il est présent, que c'est un mâle, qu'il est peut-être en recherche de femelles. Enfin voilà, tout plein de choses, plein d'informations. Donc du coup, ces composés, comme je vous ai dit, ils servent à la communication entre les organismes vivants. Ils servent à la fois à la communication interspécifique, donc ça veut dire entre organismes d'espèces différentes, donc par exemple les plantes et les pollinisateurs, pour la prédation ou aussi les hôtes et les vecteurs. Donc les moustiques, ils sont attirés par nos odeurs pour venir nous piquer. Et la communication intraspécifique, donc ça veut dire entre espèces, entre individus de la même espèce. Donc, ça va fournir des informations comme par exemple le sexe, le statut reproducteur, son âge, mais aussi sur son état de santé. En effet, on sait que quand on est malade, en fait, ça va modifier nos odeurs et ça va permettre, alors l'homme
en moins grande partie parce que maintenant on utilise beaucoup moins ce sens-là, l'odorat, alors que chez les animaux, c'est le sens principal, l'olfaction. Donc chez les animaux, ça leur sert énormément pour savoir du coup donc tout ce que je viens de vous dire, le sexe, le statut reproducteur, toutes ces choses-là, et l'état de santé. Et il y a différentes maladies qui peuvent modifier du coup ces odeurs. Les maladies parasitaires, chez l'homme, il y a des études qui ont montré que la schizophrénie, l'épilepsie, le diabète, toutes ces maladies-là, ça modifiait du coup notre profil d'odeur. Et le cancer en fait aussi partie. On sait que le cancer, comme beaucoup de maladies, ça modifie nos odeurs. Alors nous, même, on n'est pas capable de sentir si on a un collègue, un ami, quelqu'un de la famille qui est malade, qui a un cancer, nous, on va pas le sentir. Donc pourquoi? Alors donc moi je m'intéresse du coup à savoir comment est-ce qu'on peut utiliser du coup ces odeurs pour diagnostiquer le cancer. Pourquoi est-ce que c'est intéressant du coup d'utiliser les odeurs? Parce que jusqu'à présent, quand on diagnostique un cancer, ça va être donc avec des techniques style IRM ou d'autres choses au niveau médical. Mais bien souvent, le cancer est déjà assez bien développé. Et l'intérêt de diagnostiquer grâce aux odeurs, c'est qu'en fait, les odeurs, elles apparaissent dès le début du développement du cancer. Mais on ne sait pas vraiment à quel moment, mais potentiellement servir donc de diagnostic encore plus précoce que l'utilisation actuelle des IRM et de ce genre de choses. Donc là, vous avez un petit schéma. Souvent, quand on a une maladie, bon, là, il y a un date d'infection, mais le début de la maladie, quand les cellules cancéreuses ont commencé à se développer, on va y avoir une période en fait de latence où on voit strictement rien. On n'a aucun signe de la maladie. Et au début, on va avoir le début de la maladie, donc certains symptômes. C'est parfois déjà trop tard au niveau du cancer, au niveau des traitements et ce genre de choses. Et donc l'intérêt, ce serait vraiment d'essayer de le diagnostiquer dès le début, en fait, quand il y a les cellules précancéreuses qui sont en train d'apparaître. Donc au niveau de ce qu'on sait à l'heure actuelle sur le cancer et ces modifications d'odeur, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, mais ça a été fait sur du coup des humains où en fait ils ont regardé les profils d'odeur de personnes saines et de personnes cancéreuses, mais comme je vous ai dit, elles étaient déjà diagnostiquées cancéreuses, donc on n'a pas le côté diagnostic très très précoce. Mais du coup, avec toutes ces études, ça a montré qu'il y avait vraiment des odeurs différentes entre cancéreux et sains pour plein de cancers différents. Et pour ça, ils ont utilisé plein de prélèvements différents. Donc, par exemple, sur les urines, sur du sang, sur des crottes. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait facilement sans être invasif. Donc, c'est ça aussi le côté intéressant du côté d'étudier les odeurs, c'est que ça peut être fait sans faire de biopsie, sans faire de choses invasives. Mais du coup, c'est assez compliqué. On ne sait pas exactement quels sont les composés qui sont différents et vraiment à quel moment est-ce que ça peut être différent. En plus de ces études du coup sur l'humain, il y a pas mal de choses qui ont été faites grâce aux animaux, parce qu'on sait du coup que les animaux ils ont un odorat qui est très développé et que nos techniques d'analyse chimique, ça peut des fois être un peu compliqué à analyser. Il y a plein de composés, d'essayer de se dépatouiller de tout ça, ça peut être un peu compliqué. Mais par contre les animaux, bah en fait ils prennent tout et ils arrivent à savoir exactement que cet individu-là il est cancéreux alors qu'un autre ne l'est pas. Donc il y a plein de choses qui ont été faites déjà sur les chiens. Il y a des choses qui ont été faites sur les souris, les rats, enfin, qui sont les animaux, on va dire, classiques de laboratoire. Mais il y a des choses aussi qui ont été faites grâce à des insectes, notamment des fourmis, des drosophiles et des petits nématodes. Je vais vous raconter un petit peu ces petites histoires. Et tous ces animaux-là, ils ont souvent une capacité de détection qui est assez importante, au-dessus de 90% de réussite à discriminer du coup des individus sains d'individus cancéreux. Donc, au niveau de l'étude sur les animaux, il existe différentes techniques. Soit on fait de l'apprentissage, donc en fait, on apprend à l'animal que c'est cette odeur-là qu'il doit détecter, et la technique de manière innée. Ça veut dire que de manière innée, en fait, il va réussir à faire la différence entre un cancéreux et un individu sain. Donc, c'est souvent ce qu'on fait avec les chiens. On va lui apprendre, en fait, on va lui associer une odeur avec des croquettes. Donc, il va associer cette odeur-là, donc par exemple une odeur de cancéreux, à de la nourriture. Donc, il va bien retenir ça. Et ensuite, on va lui montrer des odeurs de sain et une odeur de cancéreux. Et lui, bah, du coup, il va aller vers l'odeur qu'il a apprise pour pouvoir avoir sa petite croquette. Voilà. Il va aller uniquement là où il y a le cancéreux. Et pour les autres études, du coup, qui ont été faites sur, de manière, ce qu'on appelle plutôt innée,
Ça veut dire qu'en fait, juste on va leur laisser le choix. C'est le cas en fait des nématodes, où en fait ils se sont rendus compte. Alors les nématodes, c'est des petits vers que vous pouvez voir ici. Et ils leur ont laissé le choix en fait entre des odeurs de cancéreux, donc c'est des urines de cancéreux et des urines de sang. Et en fait, les petits nématodes, ils vont aller, les petites animations là, ils vont tous aller vers les odeurs de cancéreux. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont vers les odeurs de cancéreux? Pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais en tout cas, de manière innée, ils sont capables du coup de ressentir qu'il y a une différence entre les deux et de préférer aller vers ces individus-là. Après, il y a des choses un peu plus compliquées où là, on regarde directement au niveau de neurologique, en fait, quels sont les capteurs qui détectent ou pas, et il y a des différences, en fait, au niveau du cerveau qui vont apparaître. Alors moi, du coup, là, je vous ai expliqué, on va dire, le contexte général, global, un peu de toutes mes recherches. Moi, ce que je fais, du coup, j'ai travaillé pendant ma thèse du coup, sur le cancer du poumon où j'ai regardé sur des souris exactement à quel moment ça pouvait être utilisé comme diagnostic précoce du cancer. Et j'ai pu voir que, en fait, vraiment très très tôt dans le développement du cancer, dès les quelques petites cellules cancéreuses, il y avait des modifications d'odeur. Donc à la fois grâce à des analyses chimiques, donc en chromatographie en phase gazeuse, pour ceux qui font de la chimie au lycée, normalement vous avez un peu la notion de ça. Et à la fois grâce à des tests de comportement avec des petites souris, où en fait les petites souris elles se sont reconnues, elles se sont différenciées et elles arrivent à se différencier très très tôt dans le développement du cancer. Et là, à l'heure actuelle, je travaille sur un autre cancer, le mélanome, et donc c'est le mélanome, c'est un cancer de la peau. Et je vais travailler grâce à des moustiques, parce qu'on sait du coup que les moustiques sont attirés par nos odeurs, et on veut voir si, avec des changements d'odeur, à cause du cancer, les moustiques vont réagir de la même manière. Est-ce qu'ils sont capables du coup de faire des différences ou pas? Et je travaille aussi sur un autre cancer, c'est le cancer du diable de Tasmanie. Donc je vous ai pas mis de photo parce que c'est pas très joli. Ce sont des animaux qui vivent en Tasmanie, donc c'est une petite île en dessous de l'Australie. Et en fait, ils développent des cancers au niveau de la figure. Et c'est un cancer qu'on dit transmissible parce qu'en fait, c'est des animaux qui sont sans arrêt en train de se mordre pour la nourriture, la reproduction, enfin tout le temps. Et quand ils se mordent, en fait, ils récupèrent les cellules cancéreuses de l'animal qu'ils ont mordu. Et les cellules vont aller se greffer à l'intérieur en fait de leur cavité buccale et ça va reproliférer. Donc c'est vraiment un cancer qui se transmet. Et du coup, pareil, je travaille à voir s'il y a des différences d'odeur et on travaille avec un chien pour voir si la chienne elle arrive à bien distinguer les individus cancéreux d'individus sains. Voilà un peu toutes mes recherches. Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Flora. Est-ce J'espère que que j'ai vous pas été avez des questions? trop longue. Oui, alors bon, je dis Cathy, mais je pense que c'est pas Cathy, mais oui. C'est le lycée Eridan. Ok. Euh, oui, vous parliez de cancers qui se transmettent. Donc vous donniez l'exemple du diable de Tasmanie là. Mais en général, enfin moi j'ai peut-être une fausse idée, mais pour moi un cancer ça se transmet pas comme une maladie infectieuse. Non, oui, on est d'accord. Le cancer, enfin, en tout cas chez l'humain, il n'y a pas de cancer transmissible à proprement parler parce que, alors, il y a des cancers qui vont c'est pas le cancer qui est transmis, mais ça va être le pathogène qui induit le cancer. Par exemple, le cas du cancer du papillomavirus, c'est le virus du coup qui est transmis et qui ensuite induit un cancer. Et du coup, c'est pas le cancer qui est transmissible. Et des cancers transmissibles, il en existe très peu dans la nature. Donc, il y a le cas du coup du diable de Tasmanie. Il y a un cancer du coup génital chez les chiens où là du coup ils se le transmettent en se reproduisant et il existe un cancer transmissible aussi chez les bivalves donc c'est les moules moules et huîtres ou juste les moules où là en fait le cancer va passer circule dans l'eau et vu que c'est des organismes filtreurs en fait en filtrant ils vont récupérer les cellules cancéreuses et le cancer va se reproliférer à l'intérieur de la moule. Il n'y a aucun risque pour nous, vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à manger des moules, il n'y a pas de souci. Mais du coup, non, chez l'homme, en tout cas, il n'y a pas de cancer transmissible comme dans le cas du diable de Tasmanie. Merci. Il y a d'autres D'autres questions? questions. Et est-ce que vous commencez à appliquer sur des patients réels cette méthode olfactive ou enfin, est-ce que ça va bientôt est-ce- Alors, pour l'instant, non, parce que alors du coup, ce que je disais, c'est que enfin, toutes les études qui ont été faites jusqu'à présent, c'est sur des personnes qui ont déjà été diagnostiquées.
Et chez l'humain, en fait, on peut pas induire de cancer comme j'ai pu faire sur mes souris. Chez les souris, en fait, ce que j'ai pu faire, c'est induire un cancer et vraiment suivre l'évolution et savoir à quel moment vraiment on peut l'utiliser. Et chez l'humain, bon, heureusement, on peut pas faire ça, mais malheureusement, je peux pas le faire. Donc, je sais pas exactement à quel moment et quels sont les composés qu'il faudrait chercher. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est une étude sur, on va dire, sur du long terme. On a une grosse cohorte de personnes qu'on suit pour savoir après rétrospectivement à quel moment ça peut servir. Ou sinon, c'est l'utilisation des animaux, parce que du coup, eux, en fait, ils sont capables avec l'odorat, en fait, de savoir très tôt, enfin ils ont pas besoin de chercher un composé, eux, en fait, ils prennent le tout et ils arrivent à détecter. Si j'ai le temps, je peux juste raconter une petite anecdote là-dessus. Oui, allez. Il y a une publication où, en fait, ils avaient du coup un groupe de personnes saines, un groupe de personnes cancéreuses et un groupe de personnes qui étaient remis, enfin, qui étaient en rémission, selon la médicale. Et les chiens, donc, du coup, sur ces personnes-là, qui étaient censées être en rémission, ils se sont arrêtés sur 3 personnes. Donc, pour eux, du coup, le chien avait fait des faux positifs. Enfin, il s'est trompé. Et en fait, 3 ans après l'étude, ces 3 personnes-là sont décédées, du coup, d'une récidive du cancer. Donc, ça veut dire que le chien avait détecté en fait très très tôt, enfin qu'en fait il y avait encore des cellules cancéreuses chez ces 3 personnes-là, alors que la médecine avait déclaré qu'ils étaient en rémission. Donc je pense que grâce aux animaux, il y a des possibilités, mais en tout cas pour l'instant il y a encore des choses à faire à ce niveau-là.